13 icônes du grand écran, parties avant l'heure, emportées par un mal silencieux. Ces actrices de l'âge d'or, symboles d'élégance et de lumière, ont vu leur destin s'éteindre dans l'ombre d'un même combat. Leurs histoires cachent des adieux bouleversants que peu de gens connaissent vraiment. Numéro 1, Ingrid Bergman. En août 1982, la nouvelle de sa disparition bouleversa le monde du cinéma. Ce jour-là, à Londres, l'actrice suédoise s'éteignit paisiblement, après plusieurs années de lutte contre un cancer du sein. Elle avait choisi de continuer à travailler, refusant d'être définie par la maladie. À 67 ans, elle venait encore de tourner une mini-série pour la télévision britannique, prouvant une dernière fois sa force tranquille et son amour profond pour son art. Connue en France, depuis Casablanca, Ingrid Bergman incarnait l'élégance naturelle et la complexité des émotions humaines. Dans Hôtel du Nord ou Jeanne d'Arc, les spectateurs voyaient en elle une femme forte, parfois tourmentée mais toujours lumineuse. Derrière les projecteurs, sa vie avait été marquée par des choix audacieux, notamment son départ d'Hollywood pour suivre le réalisateur Roberto Rossellini en Italie. Cette décision, scandaleuse pour l'époque, révéla une femme libre, fidèle à elle-même plus qu'à son image publique. Les dernières années furent discrètes, partagées entre le travail, les voyages et les moments passés avec ses enfants. Les médecins avaient diagnostiqué le cancer au début des années 70, mais Ingrid, d'un tempérament obstiné, ne voulut jamais se plaindre ni se retirer de la scène. Elle considérait la vie comme une suite de rôles à jouer jusqu'au dernier acte. Ses obsèques eurent lieu dans une atmosphère d'admiration et de respect. À Stockholm, à Paris, à Rome, les cinémathèques projetèrent ses films en hommage. Les spectateurs redécouvrirent le regard unique qui avait traversé des décennies d'histoire du cinéma. Son image resta celle d'une femme à la fois simple et souveraine, d'une actrice qui n'a jamais cessé de croire en la beauté du jeu, même face à la fragilité humaine. Aujourd'hui encore, Ingrid Bergman demeure un symbole d'espoir et de dignité. Son courage silencieux inspire des générations d'artistes et rappelle que la lumière du cinéma peut survivre à tout, même à la douleur la plus intime. Numéro 2, Bette Davis. En octobre 1989, la presse française annonça la disparition de l'une des plus grandes actrices de tous les temps. À Neuilly-sur-Seine, près de Paris, Bette Davis rendit son dernier souffle après plusieurs années de lutte contre un cancer du sein, puis un autre mal qui affaiblit peu à peu son corps. Elle avait 71 ans et demeurait jusqu'à la fin fidèle à son image de femme forte, capable d'affronter la vie avec une intensité presque théâtrale. Ses admirateurs en France se souvenaient de son regard perçant, de ses lèvres fines et surtout de cette énergie unique qu'elle portait dans chaque rôle. Dans All Abutive, elle incarnait la jalousie et la passion d'une actrice vieillissante, avec une vérité si bouleversante que le film devint un chef-d'œuvre. Dans Jezebel, elle fit scandale par son audace, gagnant ainsi l'admiration du public et la reconnaissance de la critique. Bette Davis aimait profondément son métier, au point d'en faire une raison de vivre. Même lorsque les médecins lui conseillèrent le repos, elle continua à tourner, refusant d'être réduite à la maladie. À Paris, quelques mois avant sa disparition, elle participa encore à un festival de cinéma, marchant lentement mais la tête haute, sous les applaudissements émus des spectateurs. Sa carrière, longue de plus d'un demi-siècle, fut jalonnée de triomphes et de combats. Elle fut la première femme à présider l'Académie des Oscars, symbole d'une génération d'artistes qui se battirent pour la reconnaissance des femmes à Hollywood. Sa personnalité, parfois jugée dure, cachait une sensibilité rare, une tendresse qu'elle réservait à ceux qu'elle aimait vraiment. Lorsque la nouvelle de sa mort se répandit, la France lui rendit un hommage sincère. Les journaux rappelèrent qu'elle avait choisi Paris comme refuge, loin du tumulte américain. Ses films furent rediffusés à la télévision et des cinéphiles se réunirent pour déposer des fleurs sur le parvis du Grand Rex. Bette Davis ne quitta jamais vraiment la scène. Son héritage continue d'éclairer les générations d'actrices qui suivent son exemple. Si vous aimez ces légendes qui ont marqué le cinéma à jamais, partagez votre souvenir préféré dans les commentaires et dites quelle actrice vous a le plus ému. Numéro 3. Diahann Carroll. En octobre 2010 à 9, les médias américains et français annoncèrent la disparition d'une artiste qui avait marqué l'histoire par son talent et son élégance. À Los Angeles, Diahann Carroll s'éteignit paisiblement après une longue bataille contre un cancer du sein qu'elle avait affronté
avec dignité et courage. Elle avait 84 ans et demeurait l'une des rares actrices afro-américaines à avoir ouvert la voie dans un milieu alors dominé par les conventions et les préjugés. Son visage était familier au public français grâce à ses apparitions dans la série Dynasty, où elle incarnait Dominique Devrault, une femme puissante, raffinée et fière. À travers ce rôle, elle bouleversa les codes de la télévision des années 80, devenant une véritable icône du style et de la détermination. Bien avant cela, elle avait conquis Broadway et le grand écran, notamment avec Claudine, un film qui lui valut une nomination aux Oscars et la reconnaissance internationale. Les dernières années de sa vie furent consacrées à la sensibilisation sur la prévention et le dépistage précoce du cancer. Diahann Carroll utilisa sa notoriété pour parler sans détour des épreuves qu'elle traversait, cherchant à transformer sa douleur en message d'espoir. Ses interviews, empreintes de calme et de sincérité, montraient une femme consciente du temps qui passe mais toujours tournée vers la vie et la création. À Paris, où elle avait souvent séjourné dans les années 60, les cinéphiles se souvenaient d'elle comme d'une artiste d'une beauté rare, capable de mêler la fragilité et la force dans un même regard. Sa voix douce, ses gestes mesurés, son port de tête noble inspiraient les photographes et les réalisateurs. Beaucoup disaient qu'elle ne jouait pas, mais qu'elle vivait chaque scène comme un instant de vérité. Lorsque la nouvelle de son départ arriva, les hommages affluèrent de partout. Les journaux français soulignèrent son rôle pionnier dans la lutte pour la diversité à Hollywood. Diahann Carroll laissa derrière elle un héritage immense, celui d'une femme libre qui sut imposer le respect par le talent, la grâce et la persévérance. Numéro 4. Lynn Redgrave. En mai 2010, le monde du théâtre et du cinéma apprit avec tristesse la disparition de cette grande comédienne britannique. À son domicile de New York, Lynn Redgrave s'éteignit paisiblement, entourée de sa famille, après plusieurs années de lutte contre un cancer du sein. Elle avait 67 ans et venait tout juste de terminer une série de représentations théâtrales, refusant de quitter la scène malgré la fatigue. Issue d'une célèbre dynastie d'acteurs, sœur de Vanessa Redgrave et tante de Natasha Richardson, elle avait grandi dans un univers où le jeu d'acteur était presque une seconde nature. Mais Lynn se forgea très tôt une identité propre, moins mondaine, plus discrète, profondément ancrée dans la sincérité. En France, elle était surtout connue pour son rôle dans Georgie Girl, film des années 60 qui lui valut une nomination à l'Oscar, et fidèle, une figure de la jeunesse libre et rêveuse. Dans les années suivantes, elle s'imposa sur les scènes de Broadway et du West End, alternant les rôles comiques et tragiques avec une maîtrise rare. Sa voix claire, son regard doux, sa façon de dire les mots avec justesse faisaient d'elle une actrice respectée autant par ses pairs que par le public. Lorsque la maladie fut diagnostiquée, elle continua à écrire et à jouer, transformant son expérience en œuvre artistique. Sa pièce Nightingale évoquait avec pudeur la relation entre une mère et sa fille, miroir de ses propres émotions. Les dernières années de sa vie furent partagées entre le travail et les moments passés dans le calme de sa maison, entourée de ses proches. Elle trouvait dans la lecture et l'écriture une paix qu'aucun succès ne pouvait égaler. Les critiques saluèrent son courage et sa capacité à rester authentique jusqu'au bout, refusant toute superficialité. Lorsqu'elle s'en alla, les hommages furent nombreux. Les théâtres londoniens et new-yorkais éteignirent symboliquement leur lumière en sa mémoire. En France, plusieurs cinés, clubs diffusèrent Georgie Girl et Shine, rappelant la délicatesse de son jeu. Lynn Redgrave laissa l'image d'une femme sincère, d'une actrice généreuse qui avait su faire de chaque rôle une confession douce et lumineuse. Numéro 5, Suzanne Somers. En octobre 2023, la presse française et internationale annonça la disparition de cette actrice américaine qui avait marqué toute une génération par son sourire et son optimisme. À Palm Springs, elle s'éteignit paisiblement dans sa maison la veille de son 77e anniversaire, après avoir affronté pendant de nombreuses années un cancer du sein avec une force admirable. Son départ suscita une vague d'émotions, tant elle incarnait la joie de vivre et la persévérance. Révélée dans la série Three's Company, Suzanne Somers était devenue une figure populaire grâce à son humour et à son charme naturel. En France, beaucoup se souvenaient d'elle dans les années 80 pour ses apparitions à la télévision et ses publicités souriantes qui symbolisaient le rêve américain.
Mais derrière l'image légère se cachait une femme déterminée, entrepreneuse et profondément attachée à la santé naturelle. Après son diagnostic, elle se tourna vers une approche holistique, prônant une vie équilibrée, l'alimentation saine et le bien, être intérieur. Au fil des ans, elle écrivit plusieurs ouvrages sur la vitalité et le vieillissement, traduits dans plusieurs langues. Elle y partageait son expérience sans pathos, cherchant à inspirer ceux qui traversaient des épreuves similaires. Ses prises de parole étaient mesurées, empreintes de sérénité, comme si elle voulait rappeler que la vie restait belle-même dans ses fragilités. Cette attitude fit d'elle une personnalité respectée, au-delà de son statut d'actrice. Son mari, Alan Hamel, fut son soutien constant durant tout son parcours. Ensemble, ils vécurent loin des projecteurs, dans une maison entourée de nature, où Suzanne aimait jardiner et écrire. Ses proches racontaient qu'elle riait souvent, même dans les moments difficiles, refusant d'abandonner sa lumière intérieure. Lorsqu'elle s'en alla, de nombreux artistes lui rendirent hommage. Les chaînes françaises rediffusèrent ses interviews d'époque, rappelant combien elle avait conquis le cœur du public par sa sincérité et son énergie. Suzanne Somers laissa le souvenir d'une femme lumineuse, à la fois actrice, écrivaine et battante, qui fit de chaque jour une célébration silencieuse de la vie. Numéro 6, Jill Ireland. En mai 1990, les journaux britanniques et américains annoncèrent la disparition de cette actrice au destin à la fois brillant et émouvant. À Malibu, Jill Ireland s'éteignit dans sa maison, entourée de son mari Charles Bronson et de leurs enfants, après plusieurs années de lutte contre un cancer du sein qu'elle avait affronté avec un courage remarquable. Elle avait 54 ans et laissa derrière elle une carrière riche ainsi qu'un message d'espoir qui toucha le monde entier. Née à Londres, Jill Ireland débuta sa carrière très jeune à la télévision britannique avant de conquérir Hollywood. En France, le public la découvrit aux côtés de Charles Bronson dans de nombreux films d'action et de drame où sa beauté discrète contrastait avec la dureté des rôles masculins. Derrière son apparence calme, elle cachait une force de caractère qui la rendait unique. Lorsque la maladie fut diagnostiquée, elle choisit de parler ouvertement de son expérience, brisant un tabou encore fort à l'époque. Son livre, publié quelques années avant sa mort, connut un grand succès. Elle y décrivait son combat avec une honnêteté rare, sans se plaindre, simplement pour encourager les autres à garder confiance. Elle participa à de nombreuses conférences sur la santé des femmes, devenant une voix importante dans la sensibilisation et la prévention. Charles Bronson resta à ses côtés jusqu'à la fin, partageant avec elle une relation empreinte d'amour et de respect. Ensemble, ils vécurent loin du luxe, préférant le calme de leur ranch et la simplicité des moments passés en famille. Le couple formait une image d'unité et de fidélité qui inspira beaucoup de gens. Lorsque Jill Ireland s'en alla, le monde du cinéma lui rendit hommage. Les journaux français saluèrent une actrice élégante, intelligente et profondément humaine. Son histoire continua d'émouvoir bien après sa disparition, car elle montra que la lumière pouvait exister même dans les moments les plus sombres. Si vous vous souvenez d'un de ses rôles marquants, partagez votre souvenir préféré dans les commentaires pour lui rendre hommage. Numéro 7. Juliet Berthaud. En janvier 1990, la France perdit l'une de ses figures les plus singulières du cinéma d'auteur. À Paris, Juliet Berthaud s'éteignit à l'âge de 42 ans des suites d'un cancer du sein qu'elle avait combattu avec discrétion. Sa disparition bouleversa le monde du cinéma français, car elle représentait cette génération d'artistes libres, nés de la nouvelle vague, audacieuse et profondément humaine. Née à Grenoble, elle fit ses débuts auprès de Jean-Luc Godard dans La Chinoise, avant d'apparaître dans Weekend et Tout va bien. Son regard vif, sa voix légèrement rauque, son énergie imprévisible séduisirent les plus grands réalisateurs de son époque. Elle passa ensuite chez Jacques Rivette, devenant sa muse dans des œuvres comme Outouane et Duel, où elle imposa un style de jeu singulier, à la fois instinctif et poétique. Dans les années 80, Juliet Berthaud prit un nouveau tournant en passant derrière la caméra. Elle réalisa Neige, un film coécrit avec Jean-Henri Roget, salué à Cannes pour sa sensibilité brute et son regard sur les marginaux de Paris. Le film révéla son talent de conteuse, capable de mêler réalisme et poésie dans un même souffle. Ce passage à la réalisation confirma sa volonté d'indépendance et son refus de se plier aux règles d'un cinéma trop formaté. Lorsqu'elle tomba malade,
Elle garda le silence sur sa situation, préférant continuer à travailler et à écrire. Ses proches racontèrent qu'elle restait d'un optimisme étonnant, toujours souriante, pleine d'idées et de projets. Elle préparait un nouveau scénario, inspiré de sa jeunesse à Grenoble, qu'elle n'eut malheureusement pas le temps d'achever. Sa mort fut ressentie comme la perte d'une voix unique du cinéma français. Les journaux évoquèrent une actrice solaire, rebelle et tendre à la fois, dont la sincérité transparaissait dans chaque regard. Les cinémathèques de Paris projetèrent ses films, rappelant combien elle avait marqué le 7e art par sa liberté et son intensité. Juliet Berthoud reste, pour beaucoup, l'incarnation d'un cinéma vivant, sincère et profondément ancré dans l'âme humaine. Numéro 8. Valérie Benguigui. En septembre 2013, la France apprit avec stupeur la disparition d'une actrice aimée pour son humour, sa tendresse et son naturel. À Paris, Valérie Benguigui s'éteignit à l'âge de 47 ans après une lutte discrète contre un cancer du sein. Son départ bouleversa le public, car elle faisait partie de ces visages familiers qui donnaient le sourire, même dans les rôles les plus simples. Née à Oran, elle grandit à Paris et suivit une formation au Cours Florent, où son talent éclata rapidement. Sa carrière commença au théâtre avant de s'étendre à la télévision et au cinéma. Le public français la découvrit dans des séries comme Avocat et Associés, puis dans de nombreuses comédies où sa sincérité et sa chaleur humaine faisaient la différence. Son rôle dans Le Prénom marqua un tournant. Elle y incarnait une femme pleine d'esprit, à la fois drôle et émotive, un personnage si vrai qu'il lui valut le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2013. Malgré la reconnaissance et le succès, Valérie Benguigui resta fidèle à elle-même, simple, généreuse, proche de ses collègues. Ses amis racontaient qu'elle arrivait toujours, la première sur un tournage, un café à la main, le sourire aux lèvres, prête à détendre l'atmosphère. Derrière cette légèreté, elle faisait preuve d'une grande rigueur artistique. Elle aimait profondément le théâtre, où elle retrouvait la proximité avec le public qui la rendait heureuse. Quand la maladie entra dans sa vie, elle choisit de ne pas s'enfermer dans la peur. Elle continua à jouer, à rire, à vivre pleinement chaque instant avec sa famille et ses enfants. Ceux qui l'ont connue parlent d'une femme courageuse, d'une amie fidèle, d'une mère attentive. Elle ne voulait pas être plaintive, elle voulait simplement continuer à être vivante, à raconter des histoires, à partager des émotions. À sa disparition, les hommages furent unanimes. Les journaux saluèrent une artiste lumineuse, une comédienne au grand cœur, un visage que la télévision française ne saurait oublier. Valérie Benguigui laissa une empreinte douce et joyeuse dans la mémoire collective, celle d'une femme vraie qui fit du rire un acte de résilience et de beauté. Numéro 9. Silva Cosina. En décembre 1994, l'Italie et la France perdirent l'un des visages les plus gracieux du cinéma européen. À Rome, Silva Cosina s'éteignit à l'âge de 60, et un an après avoir combattu un cancer du sein avec courage et discrétion. Son départ mit fin à la carrière d'une actrice qui avait su incarner la beauté, la vivacité et la sensualité d'une époque révolue, celle du cinéma des années 50 et 60. Née à Zagreb, elle grandit à Naples et devint rapidement une figure incontournable du cinéma italien. En France, elle fut connue pour ses rôles aux côtés de Jean Gabin et de Jean-Paul Belmondo. Son charme naturel, son regard lumineux et sa diction élégante la rendaient immédiatement reconnaissable. Elle sut naviguer entre les comédies légères et les drames plus profonds, révélant une véritable palette d'émotions. Au sommet de sa carrière, Silva Cosina fut comparée à Sophia Loren et à Claudia Cardinal. Pourtant, elle se distinguait par une forme de pudeur et une grâce qui lui étaient propres. Les réalisateurs aimaient sa capacité à rendre chaque personnage humain attachant, parfois ironique, mais toujours sincère. Sa beauté n'était pas seulement physique, elle émanait d'une sensibilité rare, d'un regard à la fois mélancolique et plein d'esprit. Avec le temps, elle s'éloigna, peu à peu, des grands studios, préférant les rôles plus intimistes. Elle participa à plusieurs productions françaises et italiennes de télévision, où elle continua à séduire par sa simplicité et son élégance. Ses proches racontaient qu'elle aimait lire, cuisiner et recevoir ses amis à Rome, dans une maison remplie de souvenirs de tournage. Lorsqu'elle tomba malade, elle resta fidèle à son image de femme forte. Elle affronta la situation sans plainte, entourée d'un petit cercle d'amis fidèles. Les médias évoquèrent son courage et sa dignité, traits qui avaient marqué toute sa vie. Après sa mort, plusieurs cinémathèques rendirent hommage à son œuvre,
projetant ses films les plus emblématiques. En France, les spectateurs se souvenaient d'elle comme d'une étoile discrète mais inoubliable, symbole d'un cinéma européen élégant et intemporel. Numéro 10, Susan Strasberg. En janvier 1999, la presse internationale annonça la disparition d'une actrice issue d'une lignée légendaire du théâtre américain. À New York, Susan Strasberg s'éteignit à l'âge de 60 ans, après plusieurs années de lutte contre un cancer du sein. Sa mort mit fin à une vie marquée par le talent, la sensibilité et le poids d'un nom célèbre, celui de son père, Lee Strasberg, fondateur de l'Actors Studio. Elle était apparue, pour la première fois sur scène à Broadway, à l'âge de 10 à 7 ans, dans The Diary of Anne Frank, un rôle bouleversant qui la propulsa au rang de révélation. Sa performance lui valut les éloges de la critique et fidèle, à l'époque, la plus jeune actrice nommée au Tony Award. En France, le public la connaissait pour ses rôles dans des films psychologiques et des drames tournés durant les années 60, notamment Psych Out et Capot, où elle montrait toute la finesse de son jeu. Susan Strasberg portait en elle le feu du théâtre. Son éducation artistique avait été exigeante, baignée dans les méthodes de jeu réalistes et introspectives qui influencèrent des générations d'acteurs. Mais malgré cet héritage, elle chercha toujours à tracer sa propre voie, loin de l'ombre de son père. Dans les années 70, elle se tourna vers la télévision, puis vers l'écriture, publiant un livre dans lequel elle évoquait ses souvenirs et sa relation complexe avec le monde du spectacle. Les dernières années de sa vie furent empreintes de sérénité, elle continua à donner des conférences et à encourager les jeunes artistes à trouver leur voie intérieure. Ses proches racontaient qu'elle gardait toujours le sourire, même pendant les moments difficiles, préférant parler de théâtre plutôt que de sa santé. Elle considérait la scène comme un lieu de vérité, un espace où l'on pouvait se libérer des douleurs du monde. Sa disparition fut ressentie comme la fin d'une époque. Les journaux français rappelèrent sa beauté délicate et sa voix douce, capable d'émouvoir sans artifice. Susan Strasberg laissa une trace profonde dans le cœur de ceux qui l'avaient vue jouer. Si vous avez déjà regardé l'un de ses films, écrivez dans les commentaires celui qui vous a le plus touché et pourquoi son jeu vous reste en mémoire. Numéro 11. Coral Browne. En mai 1991, le monde du théâtre britannique perdit une figure à la fois élégante et ironique. À Los Angeles, Coral Browne s'éteignit à l'âge de 77 ans après une longue lutte contre un cancer du sein. Sa disparition mit fin à la carrière d'une actrice au charme singulier, connue pour son esprit mordant et sa voix grave qui captivait autant sur scène qu'à l'écran. Née à Melbourne, elle fit ses débuts dans le théâtre australien avant de rejoindre Londres où son talent éclata. Dans les années 40 et 50, elle devint l'une des actrices les plus respectées de la scène britannique. Elle se distingua dans des pièces de Shakespeare, Oscar Wilde et Noel Coward, interprétant ses rôles avec une intelligence rare et une précision presque musicale. En France, elle fut connue grâce à ses apparitions dans plusieurs films d'époque, notamment The Killing of Sister George et Dream Child, où elle mêlait humour et mélancolie avec une justesse saisissante. Coral Browne ne craignait pas d'afficher sa personnalité indépendante. Sa répartie légendaire faisait d'elle une invitée redoutable dans les dîners mondains et les plateaux de télévision. Derrière cette image d'élégance piquante se cachait une femme sensible, passionnée de littérature et de peinture. Elle collectionnait les anecdotes et aimait raconter ses rencontres avec les grands du cinéma et du théâtre, sans jamais se prendre au sérieux. Dans les années 80, elle épousa l'acteur Vincent Price, avec qui elle forma un couple original et très admiré. Ensemble, ils vécurent entre Londres et Los Angeles, partageant un goût pour l'art, la culture et les voyages. Même lorsque la maladie commença à la fatiguer, elle continua à participer à des lectures publiques et à des projets télévisés, refusant de s'effacer. Sa mort fut accueillie avec émotion dans le monde du spectacle. Les journaux anglais et français lui rendirent hommage comme à une femme d'esprit et de talent qui avait su allier la classe et la sincérité. Coral Browne laissa le souvenir d'une actrice rare, capable de transformer chaque mot en musique et chaque silence en émotion. Numéro 12, Patricia Blair. En septembre 2013, les médias américains annoncèrent la disparition d'une actrice que les amateurs de séries télévisées n'avaient jamais oubliée.
À North Wildwood, dans le New Jersey, Patricia Blair s'éteignit à l'âge de 79 ans, après plusieurs années de lutte contre un cancer du sein. Sa mort marqua la fin d'une carrière discrète mais profondément aimée, notamment en France, où ses rôles dans les westerns des années 60 avaient laissé une empreinte durable. Née à Fort Worth, elle débuta très jeune dans le mannequinat avant de se tourner vers le cinéma. Son allure distinguée, sa voix douce et son regard franc lui valurent rapidement l'attention des réalisateurs. Elle apparut d'abord aux côtés de John Wayne dans Rio Bravo, un rôle qui lança sa carrière, puis elle se fit connaître grâce à la série Daniel Boone, où elle incarna Rebecca Boone, la femme courageuse du célèbre pionnier. Ce personnage fit d'elle une figure familière des foyers américains et français, symbole de tendresse et de force tranquille. Au fil des années, Patricia Blair resta fidèle à ce style de jeu sincère et plein de douceur. Elle aimait les histoires simples, les personnages humains, loin du glamour des studios. Après avoir quitté les plateaux, elle s'investit dans des œuvres caritatives, préférant la discrétion à la gloire. Ses amis racontaient qu'elle gardait le même sourire qu'à ses débuts, et qu'elle accueillait toujours la vie avec gratitude, même dans les moments les plus fragiles. Dans les années 80, elle s'éloigna du cinéma pour se consacrer à sa famille et à la photographie, une passion qu'elle entretenait depuis toujours. Elle aimait capturer la lumière du matin, les visages du quotidien, et trouvait dans cet art une forme de paix intérieure. Lorsqu'elle s'en alla, les hommages furent sobres mais sincères. Les journaux rappelèrent que Patricia Blair avait marqué une génération sans jamais chercher les projecteurs. En France, plusieurs chaînes rediffusèrent ces épisodes de Daniel Boone, saluant une actrice au charme intemporel. Patricia Blair demeure aujourd'hui dans la mémoire collective comme une femme douce, lumineuse et profondément humaine, qui fit du naturel sa plus belle force. Numéro 13, Vanessa Brown. En février 1999, à Los Angeles, s'éteignit l'une des actrices les plus prometteuses de l'âge d'or hollywoodien. Elle avait 71 ans et luttait depuis plusieurs années contre un cancer du sein qu'elle affrontait avec la même discrétion et la même élégance qui avait marqué toute sa carrière. Sa disparition passa presque inaperçue du grand public, mais pour les passionnés de cinéma, elle représentait la perte d'une artiste rare, sensible et profondément humaine. Née à Vienne, elle avait fui l'Europe avec sa famille durant la guerre pour s'installer aux États-Unis. Très jeune, elle fit ses débuts à Broadway, avant d'être repérée par un producteur de la MGM qui vit en elle une nouvelle Ingrid Bergman. Son regard intelligent, son accent léger et son jeu sincère séduisirent immédiatement les réalisateurs. Elle tourna dans des films à succès comme The Ghost and Mrs., Muir et Tarzan and the Slave Girl, où elle incarna des héroïnes à la fois fragiles et déterminées. Dans les années 50, Vanessa Brown fut également une personnalité de la radio et de la télévision. Elle animait des émissions culturelles et participait à des débats sur la place des femmes dans le cinéma, un sujet qu'elle défendait avec conviction. Son sens de la nuance et sa bienveillance lui valurent le respect du milieu artistique. Pourtant, à mesure que Hollywood changeait, elle s'éloigna peu à peu des studios pour se consacrer à sa famille et à l'écriture. Les dernières années de sa vie furent paisibles. Elle vivait dans une petite maison de Californie, entourée de ses livres et de ses souvenirs de tournage. Ceux qui la connaissaient disaient qu'elle gardait toujours cette lumière dans le regard, la même que lorsqu'elle récitait ses premières répliques sur scène. Sa mort rappela à beaucoup la beauté discrète d'une époque où le talent comptait plus que la gloire. Les cinéphiles français continuent de se souvenir d'elle comme d'une actrice d'une grande pureté, capable de transformer chaque rôle en émotion authentique. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires, et à très bientôt pour une nouvelle page du Cinéma Éternel.